Alors, pour cette table ronde, moi j'ai envie à tous les trois de vous poser la question donc, de ces nouveaux traitements dont on parle beaucoup et de savoir si ils modifient votre pratique de recherche, c'est-à-dire comment vous les accueillez. Peut-être, docteur Maud Gratuz. On les accueille très bien. Je pense Est-ce que ça va changer votre pratique? Est-ce que vous dites j'ai des choses à modifier, voilà, parce que... Dans mon quotidien, ça ne va pas changer ma stratégie de recherche parce que je pense que ce que je développe dans mon équipe va être complémentaire de ces nouvelles approches qui arrivent. Mais il est évident qu'on est justement très content qu'enfin il y ait de nouvelles thérapies qui arrivent sur le marché. Malheureusement, pas encore en France, mais ça ne serait tardé. Parce que ça va répondre à plusieurs questions qu'on ne peut pas se poser, auxquelles on ne peut pas répondre à l'heure actuelle. Avec nos modèles, il faut aller chez l'humain et ces thérapies vont permettre d'aborder de nouvelles hypothèses qui mèneront encore à développement de thérapies complémentaires. Puisqu'on l'a dit à plusieurs reprises, je pense, il faudra sûrement plusieurs thérapies pour traiter les différents types de patients Alzheimer et pour aussi traiter toutes les pathologies présentes dans le cerveau. Sachant que les médicaments qui, je pense, vont arriver sont destinés aux personnes en début de maladie, si j'ai bien compris. C'est ça, d'où l'importance du développement de biomarqueurs efficaces pour diagnostiquer avant l'apparition des symptômes. Puisque malheureusement, quand les symptômes apparaissent, c'est que le cerveau a déjà subi une perte neuronale et synaptique importante. D'accord. Docteur Jérôme Bredeau, comment vous réagissez? Est-ce que ça a modifié votre façon de voir les choses ou est-ce que vous allez orienter différemment vos recherches? Alors, est-ce que ça a modifié dans le fond? La réponse, c'est pas forcément. Puisque nous, quand on a créé la société Genti, on avait déjà en ligne de mire, justement, l'idée que sous 5 ans, des traitements, et notamment des anti-amyloïdes, fassent la preuve de leur efficacité clinique. Notamment en identifiant des patients, en traitant les patients, en commençant à traiter les patients toujours plus tôt. Donc ça ne change pas forcément, puisque c'était quelque chose que nous, on avait déjà finalement prévu, en tout cas dans notre idée. Et c'est pour ça qu'on a créé justement, ça ouvre finalement des nouveaux besoins, d'identifier les patients toujours plus tôt, et de façon toujours plus précise. Par contre, c'est un effet très bénéfique, c'est que finalement, ça remet l'éclairage sur la maladie d'Alzheimer. Et je pense que ça, c'était important, parce que quand il y a de l'éclairage, forcément, alors là, je vais prendre ma casquette un petit peu moins chercheur académique, mais un peu plus de société, mais ça va être aussi vrai pour la recherche académique, c'est que finalement, ça va permettre de mettre un petit peu de graisse dans les rouages. Quand je parle de graisse, soyons clairs, un peu d'argent dans les rouages. Ça, c'est très bénéfique. Deuxième chose, c'est que finalement, ça montre, et ça faisait pratiquement depuis la découverte par Alois Alzheimer, en tout cas la description par Alois Alzheimer, c'est que c'est possible de ralentir la progression des symptômes. Et ça, c'est un élément majeur. Ça veut dire que maintenant, avant on disait on va essayer. Maintenant on sait qu'on peut, et maintenant il n'y a plus qu'à faire. Enfin, moi je suis toujours un exalté, un optimiste, mais c'est exactement. Mais je pense que c'est important, on sait que maintenant c'est possible. On voit maintenant les limites des approches purement amyloïdes, et maintenant il faut qu'on ajuste le tir, et effectivement on va rentrer dans de la médecine de précision, et finalement adapter le traitement aux patients, et pas l'inverse. Mais ça on peut commencer à y réfléchir, parce qu'on a cette première brique en disant oui c'est possible, on peut ralentir. Deuxième élément qui va faire effectivement mettre de l'argent dans les rouages, c'est qu'aussi l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a aussi de l'argent de l'industrie pharmaceutique pour arriver à des mises sur le marché, ils voient que c'est possible d'avoir une autorisation de mise sur le marché. Et ça aussi c'est important parce que eux misent à l'avance, 10 à 15 ans à l'avance, en disant je mets de l'argent sur la table et quand j'aurai des effets bénéfiques avec mon traitement, je vais pouvoir le vendre. Et donc je vais finalement rembourser la mise de départ. S'ils se disent je ne pourrai jamais le mettre sur le marché, quels que soient mes résultats, ça pose une problématique, ils se sont désengagés, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu. Et là on voit effectivement que l'écosystème complet sur la maladie des Alzheimer, financier, pharmaceutique, académique aussi, finalement se réempare de cette question et les signaux disent que finalement l'année 2024 devrait être une année clairement tournée vers la recherche sur la maladie d'Alzheimer dans tous les domaines d'activité. Voilà. Très bien.
Docteur Nicolas Sergent, vous partagez ce qui a été dit, et là encore, est-ce que ces nouveaux traitements vont modifier votre pratique? Non seulement je partage ce qui a été dit, parce que tous les avis sont à prendre avec beaucoup d'optimisme à ce niveau-là, mais je pense qu'une autorisation de mise sur le marché, c'est aussi l'opportunité d'apprendre des choses nouvelles, non seulement sur le bénéfice thérapeutique pour le patient, mais on sait qu'une autorisation de mise sur le marché, c'est toujours ce qu'on appelle un équilibre entre le bénéfice et le risque. Et donc, à un traitement, il existe toujours un risque. Et ce risque présente un intérêt pour les scientifiques que nous sommes, c'est de mieux comprendre ce risque et peut-être d'apporter de cette compréhension des propositions qui vont aider à réduire ce risque pour faire que ce traitement soit encore plus efficace. Donc là, c'est ce qu'on appelle une immunothérapie qui, il faut savoir, ça a été quand même très 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 vite. C'est-à-dire que la découverte d'origine, c'est 1999 par Delchenk aux États-Unis, qui a d'abord vacciné des souris contre les dépôts amyloïdes et qui a montré que ça marchait d'abord chez l'animal et très rapidement on est allé chez l'homme. Et les hommes qui ont été vaccinés d'abord, on a récupéré leurs cellules sanguines et c'est à partir de ces cellules sanguines qu'on a fait les anticorps qui sont à l'heure actuelle sur le marché. Donc ça a été toute une progression de la recherche pharmaceutique et de la recherche fondamentale pour arriver à quelque chose qui trouve maintenant un produit qu'on va pouvoir proposer aux patients Alzheimer. Et donc c'est toujours cette dynamique entre la recherche pharmaceutique, les médecins, les scientifiques qui permettent de faire avancer la connaissance et d'améliorer. Et donc ça ouvre effectivement de belles perspectives pour avoir des traitements nouveaux, des traitements complémentaires et des solutions à proposer, voire même des innovations, qu'elles soient diagnostiques ou autres, pour ouvrir encore davantage sur les perspectives d'un traitement. Et il en existe, puisque c'est vrai pour l'immunothérapie, mais il y a d'autres essais qui sont toujours en cours et qui sont à différentes phases de progression, ce qui veut dire que dans les années qui vont venir, on va avoir à la fois l'immunothérapie et des traitements complémentaires qui vont venir améliorer ce médicament qui va être mis sur le marché, et après d'autres perspectives thérapeutiques pour pouvoir soigner le plus grand nombre. Oui, c'est-à-dire que même les effets secondaires dont on a pu faire état vont continuer de nous apprendre des choses et permettre d'avancer. Bien entendu. D'accord, et que ça a vraiment un effet de booster en fait. Et ça va changer également quelque part aussi la réflexion de la recherche, c'est d'essayer de comprendre quel est le fondement de ces effets secondaires et est-ce qu'on peut agir sur ces effets secondaires. Vous avez évoqué, je rebondis sur la vaccination. Est-ce que là aussi il y a des travaux qui sont en cours? Est-ce qu'on peut s'attendre d'ici quelques années à avoir un vaccin contre Alzheimer? Puisque c'est lié au vieillissement. On voit qu'une immunothérapie c'est possible. Oui. Donc, il n'est pas exclu d'avoir des opportunités qui soient même du registre de la vaccination. Maintenant, la différence entre l'immunothérapie et la vaccination, c'est que la vaccination est dépendante de la réponse de la personne au vaccin. Comme on le sait très bien, quand on se fait vacciner, même tout petit, on a toujours des personnes qui répondent de façon exagérée, des personnes qui répondent très bien, ou à l'inverse, d'autres personnes qui ne répondent pas. Donc, dans ces inconvénients, le vaccin, c'est la réponse de la personne au vaccin. L'immunothérapie présente l'avantage, c'est qu'on donne le même produit à tout le monde. Donc, on espère avoir le même effet. Maintenant, l'inconvénient, c'est que les effets secondaires de cette immunothérapie, c'est une réponse de la personne, et pour l'instant, on ne sait pas véritablement bien anticiper qui va bien répondre au traitement et trouver son bénéfice de ceux qui potentiellement vont avoir des effets secondaires qui vont être contre-indiqués avec la poursuite d'un traitement. Ce n'est pas une inquiétude, c'est simplement un fait. Donc les médecins en sont informés, nous sommes au courant, donc c'est un travail, ce sont des perspectives d'amélioration pour tout le monde. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients, et cette connaissance, elle est essentielle pour faire progresser et améliorer les traitements qui seront proposés aux patients. Très bien. Alors peut-être une question, j'aimerais avoir votre avis de chercheur, parce qu'il y a une crainte aussi qui est fréquemment exprimée, notamment parmi les membres de France Alzheimer, c'est la question de l'accessibilité
à ces traitements, notamment du coût. Et on a bien entendu, en vous écoutant tous les trois, la recherche en même temps, elle coûte très cher. Donc j'ai envie de vous demander votre réaction. Comment est-ce qu'on résout cette équation entre une recherche qui coûte très cher et la nécessité de mettre à la disposition du plus grand nombre un traitement à un coût qui soit supportable par la société? Alors, le coût ne repose pas uniquement sur le traitement. Il faut aussi le comprendre, c'est-à-dire que quand on donne un traitement, ce nouveau traitement à un patient, ça veut dire que ce patient va être suivi au cours de son traitement et devra, pour potentiellement suivre l'efficacité de ce traitement, avoir des examens qui sont onéreux. Donc il n'y a pas que le coût du traitement. Et donc tout ça, ça rentre dans, je dirais, un cahier des charges qui permettent de dire ou pas à l'Agence nationale du médicament de délivrer une autorisation de mise sur le marché. Et si c'est le cas en France, c'est-à-dire que la France s'engage à avoir une prise en charge pour les bénéfices de ce traitement chez les patients Alzheimer. Donc ça veut dire que s'il y a une autorisation de mise sur le marché à l'Europe ou en France, suivant les pays, il y aura une prise en charge de ce traitement. Donc le traitement sera pour toutes les personnes qui seront susceptibles d'avoir ce traitement. Parce que toutes ne vont pas pouvoir l'avoir, soit en fonction de l'évolution de la maladie, soit parce qu'ils peuvent être à risque au regard des effets secondaires. Mais on a cette opportunité et la mise sur le marché en France sera associée avec son remboursement. Ça ne sera pas, certains l'auront et d'autres pas, sur des problèmes financiers. Docteur Maude Gratuze, sur cette équation de coût de la recherche, accessibilité. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être... j'étais aux États-Unis quand les premiers médicaments ont été autorisés par la FDA, donc qui est l'Agence nationale du médicament américaine. Et de suite, la problématique du coût a été mise en évidence, puisqu'aux États-Unis, c'est très différent que la France. Et aux États-Unis, pour le coup, c'est vraiment uniquement les riches qui peuvent avoir accès à cette thérapie pour le moment. Et d'ailleurs, beaucoup de centres hospitaliers, dans les premiers mois qui ont suivi cette approbation par l'FDA, n'ont pas voulu diffuser cette possibilité d'immunothérapie parce que trop coûteuse. C'est l'avantage qu'a la France, c'est que si cette immunothérapie arrive en France, elle sera accessible à tous. Donc c'est quand même un certain avantage. Effectivement, à l'heure actuelle, c'est un médicament qui est très coûteux. Donc il faudra voir dans quelles conditions il peut être ou pas accessible à tout le monde en France. Mais pour ce côté-là, c'est vrai qu'on a un avantage assez extraordinaire en France de pouvoir donner à tous ceux qui en ont besoin et qui peuvent avoir accès à ce médicament, Docteur Jérôme Bredeau, votre... Alors, je vais m'aligner très grandement sur les autres. Effectivement, l'objectif, c'est que tout le monde puisse être traité, quel que soit finalement, qu'aucun paramètre socio-économique ne rentre en compte pour pouvoir prescrire le traitement. Et la France s'est toujours honorée, faut quand même le souligner, faut en être fier, même si notre système de santé n'est pas forcément toujours, pour être sur certains aspects amélioré. Il faut s'enorgueillir, effectivement, c'est que, effectivement, on a eu toujours cette vision de pouvoir donner accès à tout un chacun. Ça, c'est vrai. En gros, l'État va faire aussi un pari sur l'avenir et finalement, il va dire, si le médicament coûte tant et que je le rembourse, partiellement ou totalement, je dois, dans plusieurs années, finalement, être à l'équilibre. L'objectif, c'est pas non plus de creuser le déficit de santé. Donc, il va y avoir un retour, finalement, à prolonger. Il y a un paramètre aussi qu'il faut prendre en compte, c'est l'accessibilité, pas simplement financière, mais l'accessibilité directement au traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça va être une injection bimensuelle dans des hôpitaux qui maîtrisent ces technologies. Effectivement, il va y avoir des suivis IRM. Donc, il va y avoir aussi une disparité, on va dire, géographique. D'accès aux soins. Exactement. Exactement. Et c'est là où, effectivement, des diagnostics qui ne vont pas être basés soit sur une imagerie PET, soit sur un dosage dans le liquide céphalorachidien, qui est des actes qui sont un peu... Pour l'IRM, c'est l'appareil qui est coûteux et
pour la ponction lombaire, c'est quand même un geste médical spécifique. Effectivement, l'avenir, c'est effectivement d'être en capacité d'identifier les patients sur des prises sanguines. Voilà, les patients éligibles sur des prises sanguines. Et idéalement, là, on est sur les premières générations. On sait que l'industrie pharmaceutique actuellement est en train de réfléchir à la possibilité de faire des injections sous-cutanées. Donc ça simplifierait aussi le geste d'injection. Donc là, encore une fois, il faut vraiment visualiser ça comme une première grande avancée, mais qui finalement est la première marche qui va nous amener finalement petit à petit à une capacité à prendre en charge, d'abord avec des approches anti-amyloïdes classiques, ou en tout cas celles qu'on entend développer, et finalement une symphonie de traitements, une symphonie de biomarqueurs qui va permettre finalement d'adapter tous ces différents paramètres. Donc moi, encore une fois, je reste très optimiste. On connaît maintenant les limites des traitements anti-amyloïdes, on connaît les bénéfices et on connaît effectivement les risques. Maintenant, à nous, scientifiques, main dans la main avec les médecins et les associations de patients et de familles de patients, finalement, d'ajuster le tir pour arriver au meilleur pour les patients. Et ça, en s'y mettant tous ensemble et en mettant suffisamment d'argent sur la table. Donc effectivement, il faut aussi que les États, à un moment, mettent de l'argent sur la table parce qu'on n'a rien sans rien. On peut espérer aller vite. Après, le vite d'un scientifique et pas forcément le vite de quelqu'un qui n'est pas dans la recherche. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous travaillez aussi sur le conditionnement, j'ai presque envie de dire, des traitements, avec la possibilité de réduire certains coûts, notamment des traitements qui, par exemple, si je prends un exemple qui me vient dans une autre pathologie, qui doivent être réfrigérés, donc ça coûte très très cher. Donc est-ce que ça fait aussi partie de vos préoccupations de chercheurs, à la fois facilité d'administration et réduction des coûts Après, avant de partir dans la réduction des coûts, on parle effectivement du prix de la thérapie qui est pour quelqu'un de lambda hors de prix. Mais il faut quand même garder à l'esprit que la maladie d'Alzheimer coûte énormément d'argent. C'est des milliards chaque année qui sont consacrés à cette maladie. C'est important de le dire. Oui. Au niveau hospitalier, de la prise en charge sociale, au niveau des aidants, que ce soit familiaux ou du personnel soignant. Et ça, c'est totalement oublié quand on parle de cette thérapie, alors que c'est quand même une maladie qui coûte déjà extrêmement cher. Alors est-ce que traiter les patients pour réduire ce coût, au final, ça ne va pas équilibrer, voire apporter un bénéfice pour l'État? Ça, c'est quand même des choses qu'il faut rappeler, parce que aujourd'hui, encore une fois, c'est une des maladies qui coûte le plus cher en France. Vous souhaitez, Nicolas Sergeant ? Je voulais avoir exactement le même discours que Maud. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut pondérer à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de structure. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 millions de déments en France. Il n'y a aucune structure médicale qui permet d'accueillir 2 millions de déments. Donc toute la charge repose bien souvent sur les familles et l'accompagnement dans les soins médicaux. Donc ça a un coût, et ça a un coût également pour les accompagnants, puisqu'il faut qu'ils puissent être disponibles en tant qu'aidants. Donc ce sont des actifs qu'on enlève également à la société, donc c'est de l'argent également qui est perdu. Donc le coût d'un traitement thérapeutique ne se base pas uniquement sur le coût proprement parlé du traitement, mais aussi le bénéfice dans le gain de l'autonomie du patient, dans le suivi qui peut être beaucoup plus modéré. Et donc c'est quelque chose qui est véritablement à pondérer dans le coût. Tout en sachant qu'il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que le coût est déterminé également par l'investissement des sociétés pharmaceutiques pour le développement. Et je vous l'ai dit, 99 à 2024 pour une mise sur le marché, c'est 25 années d'efforts pour une société pour amener un médicament. C'est probablement, on est plus proche du milliard en termes d'investissement que le prix à proprement parler. Donc il faut que l'industrie également retombe sur les investissements qui ont été faits avant même de penser que c'est rentable. C'est-à-dire que cette société va gagner de l'argent sur ce traitement. Donc le but, c'est de permettre aux sociétés d'avoir, au contraire, d'envisager de nouveaux programmes de recherche pour des nouveaux médicaments. Ceci étant dit, oui, les chercheurs travaillent sur des problématiques de stabilité, de meilleure délivrance, mais c'est quand même une problématique qui est plus du domaine de l'industrie. Pourquoi ? Parce que pour un médicament,
tout doit répondre à une réglementation qui est extrêmement stricte. Et seules les sociétés sont habilitées à délivrer des certificats pour chacun des produits, pour chacun des procédés de fabrication, pour chacun des constituants du médicament qui permettent d'avoir une traçabilité et une sécurité sur le médicament qui est délivré au patient. Donc c'est plus un domaine en termes de développement qui est industriel, plus que du registre de la recherche académique. La recherche académique se situe toujours plus en amont. Elle propose potentiellement des solutions, mais l'application est industrielle parce qu'elle doit répondre à une réglementation très stricte. Merci. Je ne sais pas, docteur Bredeau, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Je vais aborder effectivement le prix d'un médicament n'est pas forcément directement le prix qu'il coûte à être produit. C'est une équation subtile entre l'argent qu'il a nécessité pour être créé, mais c'est surtout combien il va pouvoir économiser. Donc même si on diminuait la logistique, ça ne va pas forcément avoir un impact direct sur le prix du médicament parce que finalement le bénéfice financier associé va être le même. Par contre, ce que ça va apporter clairement, c'est une simplification dans la prescription et dans l'utilisation. Et ça, c'est bon pour les patients. Effectivement, si on passe d'un système d'injection bimensuel intraveineux à un système d'injection, et l'objectif c'est de faire des systèmes sous-cutanés qu'on pourrait faire à la maison par une infirmière ou par un médecin, potentiellement par une infirmière, effectivement, ça va permettre un accès à ces traitements et aux futurs traitements aussi, parce qu'on ne va pas simplement se résoudre à celui-ci, mais il faut aller plus loin, effectivement, pour démocratiser l'accès à ces traitements. Voilà. Très bien. On pourra avoir des dispositifs qui se rapprochent des pompes à insuline pour les diabétiques. Donc là, par contre, on va rejoindre des choses qui sont déjà connues peut-être dans d'autres domaines. Donc là, c'est le champ des possibles. Il y aura nécessairement... C'est pour ça qu'il faut être très optimiste. On a une proposition thérapeutique, il va y avoir des évolutions et des améliorations. Alors, on a beaucoup parlé de complémentarité entre les différents projets, les différents traitements. Est-ce que dans cette complémentarité, vous associez les interventions non médicamenteuses? Pour vous, est-ce qu'elles restent d'actualité? Maud Gratius? Oui, je pense. Surtout à l'heure actuelle, tant qu'on n'a pas sur le marché français cette immunothérapie disponible, je pense que la meilleure solution, et même au-delà, en complémentarité, ça sera toujours un bienfait pour les patients, cette approche non médicamenteuse pour ralentir quelque part l'évolution des symptômes par de la stimulation cognitive ou de l'interaction sociale. Même au-delà de la pathologie Alzheimer, je pense que dans le vieillissement, garder une interaction sociale et une activité cognitive importante ne peut être que bénéfique pour le cerveau. Docteur Nicolas Sergent, vous... Oui, il faudrait trouver un moyen d'avoir des débats plus opposés, mais ce n'est pas le cas. On est d'accord, c'est-à-dire que... Non, je pense que... Mais voilà, même s'il y a un traitement, on continue de... Il faut rester dans l'optimisme, mais on se base sur des faits scientifiques. Et il y a une très belle étude américaine qui est sortie l'année dernière, à mon souvenir, qui montrait que, par exemple, vous parliez tout à l'heure de dépression, les personnes qui sont le plus à risque de développer une maladie d'Alzheimer, ce sont les personnes qui vont vieillir isolées, seules. Celles qui ont une activité sociale riche, qui ont des amis, qui vont danser avec d'autres personnes âgées, avoir donc des contacts sociaux, sont beaucoup moins à risque à la fois de dépression, mais également de développement de démence. Et donc, au travers des traitements, nécessairement, il faudra un accompagnement des patients. Le fait qu'ils soient entourés par leur famille, le fait qu'ils aient, au contraire, qu'ils retrouvent une autonomie, qu'ils puissent continuer à avoir leurs activités sociales, d'aller boire le thé avec leurs amis, voire même de recevoir ou d'aller jouer aux cartes ou aller danser le dimanche, c'est essentiel. Et au contraire, c'est ça qu'il faut préserver parce que c'est ça qui fait qu'on a un vieillissement réussi et on revient dans un vieillissement qui est non pathologique. Mais le vieillissement arrivera nécessairement à échéance pour tout le monde et cette échéance est connue. Et donc on va pouvoir vieillir jusqu'à cette échéance, normalement, sans avoir, ou tout au moins en préservant au mieux la mémoire qui est essentielle.
Jérôme Bredeau, je pense que vous allez aussi partager ce qui a été dit. Mais est-ce que là aussi, il ne faut pas peut-être davantage d'études et de résultats un petit peu scientifiques sur ce qu'apportent ces interventions? Est-ce qu'il ne faut pas objectiver les bienfaits, hein, que ce soit des différentes activités sociales ou de l'art-thérapie ou du sport adapté? Je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Jusqu'à preuve du contraire, faire du sport, avoir une interaction sociale, aller danser le dimanche, je trouve que c'est un très bon exemple, n'a jamais fait de mal à personne. Au pire, les gens seront un peu plus heureux. Si ça ne soigne pas ou si ça n'améliore pas, finalement, c'est secondaire. Puisque finalement, ils vont tirer autre chose de ça. Voilà. La question se pose toujours, c'est effectivement, il faut beaucoup de preuves scientifiques à partir du moment où on a un bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'en fait, l'approche qu'on met en place a un risque pour le patient. Générer des effets secondaires à risque. Aller danser, au pire, il y a un risque de se casser une jambe, mais c'est pas le plus grave. Soyons honnêtes. Effectivement. Mais écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. Un grand merci à tous les trois parce que c'était extrêmement riche et je pense effectivement porteur d'espoir. Une petite précaution, hein, le terme démence a été employé à différentes reprises, mais il est vrai que c'est dans un sens scientifique, au sens de la recherche, puisque c'est un terme qu'on aime pas forcément beaucoup chez France Alzheimer, mais il faut aussi l'entendre dans sa définition scientifique. Merci encore et à très bientôt. Donc poursuivre, hein, les espoirs de la recherche. Merci beaucoup.